Merci, Monsieur le Président. Je vais en effet essayer d'être à la hauteur du défi lancé par mon ami Éric. Alors, j'avais prévu de parler de ceci, je vais le laisser de côté pour la communication écrite parce que 3 personnages en 20 minutes, ça fait beaucoup trop. Il faut réduire à 2. Alors, ce n'est pas un phénomène banal que dans notre histoire, 2 acteurs majeurs qui à la fois ont écrit leur mémoire et qui ont eu autour d'eux des fidèles pour recueillir leurs paroles. Et pour cela, il faut bien sûr qu'on ait considéré que leur histoire dépassait, avait un sens particulier et un sens qui transcendait l'expérience qu'avait été la vie et la carrière tant de Napoléon que de Gaulle. Alors je ne reviens pas sur les évangélistes de Napoléon. De Gaulle a eu les siens, il a eu Claude Mauriac, témoin des années d'après-guerre, il a eu Claude Guy, qui l'a accompagné pendant le premier exil de Colombey dans les années 50. Perfit a été un peu le Lascaz de Gaulle pendant les années du pouvoir, et Malraux a été le témoin d'après la chute en 1969. On laissera Malraux de côté, puisque vous savez que de Gaulle disait de Malraux, brumeux avec quelques éclaircies. Alors, tout comme la publication du mémorial de Lascaz en 1823 marque le retour triomphant, victorieux de l'empereur, et Chateaubriand dira avec une pointe de dépit « Vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède », celle de Gaulle, la publication du C'était de Gaulle de Perfit à partir de 1994, a inauguré, elle aussi, cette publication, une nouvelle phase dans l'histoire posthume du général. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Alors bien sûr, aucun des 2 personnages n'avait l'intention de laisser à personne d'autre qu'eux le soin de s'adresser à la postérité. Ils étaient évidemment convaincus, à juste titre, d'avoir l'un et l'autre une place dans l'histoire, une place de premier rang, mais ils savaient sans doute aussi depuis longtemps qu'après avoir fait l'histoire, ils écriraient ce qu'ils avaient accompli, ne serait-ce que pour réfuter par avance les critiques et les objections qui leur seraient faites. Alors on sait que Napoléon évoque pour la première fois le projet de mémoire après la première abdication, en 1814, projet qui va être ajourné par l'épisode des 100 jours, mais qu'il reprend dès le long voyage vers Sainte-Hélène. Et c'est, concernant de Gaulle, à Colombey, au moment où l'échec du RPF semble indiquer que pour le général, le temps de la retraite est peut-être venu, qu'il commence l'écriture de ses mémoires de guerre. Avec sans doute une autre motivation, c'est qu'au moment où de Gaulle commence ses mémoires de guerre en 1953, la rédaction, Churchill termine la rédaction de ses mémoires, dont le 6e et dernier volume paraît en 1954. Autre point commun entre les 2 hommes, des mémoires inachevées. Ceux de Napoléon paraissent comme le mémorial en 1823. Ils viennent d'être d'ailleurs réédités dans la collection Texto, l'excellente collection Texto, en 3 volumes. Et on y trouve essentiellement, mais ça a été dit dans le cours de ce colloque, le début de la carrière de l'empereur, jusqu'au début du consulat, et puis la fin, avec une insistance toute particulière sur l'île d'Elbe, les 100 jours et la campagne de 1815. Les mémoires du général de Gaulle sont restés eux aussi inachevés, puisqu'après les 3 volumes des mémoires de guerre, dont la publication s'achève en 1959 au lendemain du retour au pouvoir, de Gaulle n'aura le temps de rédiger, après avoir perdu le pouvoir en 1969, que les 2 premiers volumes des 3 volumes prévus de ses mémoires d'espoir, ce dernier volume étant resté inachevé. Alors les mémoires de Napoléon et de Gaulle ont connu un destin très différent. Ceux de Napoléon sont relativement tombés dans l'oubli, comme écrasés par le mémorial de Lascaz, et dans ce cas, le témoignage de seconde main, entre guillemets, l'a emporté sur l'original. En revanche, dans le cas de Gaulle, jamais les mémorialistes, quel que soit leur talent, n'ont fait oublier les mémoires de guerre, et jamais la parole rapportée n'a pu effacer la parole écrite. Alors on sait que Napoléon a beaucoup travaillé au début du séjour de Sainte-Hélène, en 1815, encore en 1816, à ses mémoires, mobilisant les compagnons d'exil pour les fameuses dictées dont personne ne sortait indemne.
On a émis des doutes sur l'authenticité de ces mémoires en faisant observer que la part du copiste était forcément importante compte tenu de la méthode adoptée par l'empereur. Il est certain que la qualité de la reconstitution de la parole impériale devait beaucoup au talent des dits copistes, puisque ces derniers, à partir de notes prises au vol, devaient restituer les mots et la pensée de Napoléon. Mais on sait aussi que Napoléon relisait, retravaillait le manuscrit, raturait, complétait, annotait, tant le fond que le style, si bien que ces mémoires sont bel et bien son œuvre. Il ne s'agit pas vraiment de mémoire, d'ailleurs, dans le cas de Napoléon. Il s'agit de l'ébauche d'une histoire de Napoléon dans son temps par Napoléon. Ce sont des mémoires d'État, dont le but était de relater les hauts faits du général et de l'empereur, et l'histoire de sa famille et de sa jeunesse n'y avait pas sa place. Il n'est pas Rousseau écrivant ses confessions, modèle de l'époque, mais plutôt Louis XIV rédigeant ses mémoires. Mais curieusement, les affaires de l'État, la diplomatie et la politique n'occupent pas le premier rang dans les conversations de Sainte-Hélène. Napoléon, à l'évocation de ses années de pouvoir, du sacre, de l'alliance avec la Russie, du renversement des alliances, du blocus, de l'Espagne ou de la campagne de 1812, préfère parler plus volontiers avec Lascaz ou O'Meara, d'un côté de sa jeunesse corse, de l'Égypte, des Robespierre et du Directoire, d'un autre côté des 100 jours et de Waterloo. Visiblement nostalgique d'un côté des années qui l'ont vu grimper jusqu'au sommet, et d'un autre côté obsédé par le besoin d'expliquer sa chute. C'est sans doute pourquoi, indépendamment de la question de la documentation dont il pouvait disposer à Sainte-Hélène, seuls le début et la fin, le temps du Directoire et 1815, ont été pleinement achevés dans les mémoires. Et j'y vois un signe, c'est qu'en définitive, c'est son roman personnel qui le préoccupe, plutôt que les années 1800-1814, pendant lesquelles son propre destin et celui de la France se sont confondus. Autre paradoxe, si son histoire propre est au centre de ses pseudo-mémoires d'État, lui-même en est étrangement absent. Il parle de lui, dans la plupart des cas, à la troisième personne, mais hormis quelques pages sublimes, notamment le récit de la campagne d'Égypte que Sainte-Beuve tenait pour l'un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française, et à bon droit, ces mémoires ont un côté un peu froid et ennuyeux. Écriture guindée, trop travaillée, trop inspirée par la volonté d'imiter les grands modèles classiques, bref, privée des éclats et du style fulgurant des lettres et des proclamations de l'empereur. Un monument grandiose, mais froid. Donc si le mémorial a fini par supplanter et faire oublier les mémoires de Napoléon, ce n'est pas sans de bonnes raisons. D'ailleurs, c'est le mémorial qui est entré dans la Pléiade, pas les mémoires de Napoléon. De Gaulle. Ces mémoires sont dans la Pléiade depuis l'année 2000. Alors, il ne faut pas en déduire que De Gaulle aurait réussi dans la rédaction de ses mémoires là où Napoléon avait échoué. Il faut rappeler que jusqu'aux années 1980, ils n'ont pas été rares ceux qui ont exprimé des réserves ou taxé les mémoires de guerre de laborieuses dissertations de collège. Il est vrai que l'excellent Jean-François Revel, dans Le style du général, 1959, ou Jacques Laurent, dans Mauriac sous De Gaulle, 1964, chez eux, la passion politique se mêlait au jugement littéraire. Revel ne pardonnait pas à De Gaulle les conditions de son retour au pouvoir en 1958, et Jacques Laurent ne pardonnait pas la politique algérienne du général. Mais leur passion n'allait pas jusqu'à l'aveuglement. Et tout ce qu'ils ont dit contre les mémoires de De Gaulle et le jugement négatif qu'ils ont porté n'est pas faux. Si Napoléon a pris César comme modèle, De Gaulle s'efforce d'imiter le grand style du XVIIe siècle. Il y a beaucoup d'applications là aussi dans sa prose, il y a de la boursouflure, il y a des préciosités d'élèves appliqués, mais comment faire simple lorsqu'il s'agit pour lui, à 63 ans, d'écrire l'histoire non pas de l'homme qu'il a été, mais de l'incarnation qu'il est devenu. Alors on sait combien écrire fut important dans la vie de Gaulle, on sait aussi combien il peinait, cherchant le mot juste, raturant, recommençant, d'une modestie tout à son honneur lorsqu'il osait enfin solliciter l'avis d'un tiers pour évaluer sa littérature,
Les rares écrivains de son bord, Mauriac, Malraux, se sont soigneusement abstenus de livrer franchement leur verdict sur la qualité des mémoires de guerre. Et sans doute pensait-il comme Marcel Arlan, qui admirait l'homme, il faudrait dire plutôt l'idée, mais se montrait beaucoup plus réservé sur l'auteur. Petite citation d'Arlan. « Excès du scrupule logicien, monotonie de l'articulation, touchant de persistance chez un grand chef d'État d'un poète de garnison. Mais même quand nous y percevons l'effort ou le souvenir des disciplines scolaires, les mémoires de guerre ne nous frappent pas moins par le naturel que par la hauteur de l'accent. On dirait que chez De Gaulle, la grandeur est une nature. » Comment ne pas souscrire à ce jugement ? Alors il peut sembler étrange aujourd'hui de rabaisser, même légèrement, le talent d'écrivain de De Gaulle. Car à droite comme à gauche, l'admiration révérencieuse est devenue, pour ainsi dire, obligatoire. Ça s'est fait dans les années 1990, qui ont suivi le centenaire de la naissance du général. C'est le moment où, à la suite de Régis Debray, la gauche a fait du général longtemps honni une figure protectrice de la République. C'est aussi très exactement le moment où la France, à partir de 1992, a commencé d'abdiquer sa souveraineté. Autrement dit, d'abdiquer cette autorité qui était au cœur du gaullisme historique. Dès lors, le personnage de De Gaulle et ses mémoires se sont détachés de son histoire. Il a subi une véritable assomption qui l'a vidé de toute substance et qui a fait de lui l'image idéale d'une nation qui elle-même était en train de se vider de sa substance. L'un des hommes les plus volontaires de notre histoire est venu couvrir de sa réputation posthume une impuissance française peut-être sans retour. Ainsi, le De Gaulle qu'on idolâtre aujourd'hui procède du suicide national à partir de 1992, auquel le général s'était opposé en 1940. C'est peut-être la raison pour laquelle, si les mémoires de De Gaulle l'ont toujours remporté sur ceux de Napoléon, Alain Perfit, lui, n'est pas devenu le Lascaz du général. Il l'est, bien sûr, d'une certaine façon, car 10 années durant, 59-69, il a couché sur les pages de ses carnets le compte-rendu des entretiens que lui accordait volontiers le général. Mais c'est bien plus tard qu'il s'est mis au travail, puisqu'il a livré les 3 volumes de C'était De Gaulle entre 1994 et 2000, le dernier paru juste après sa mort. Comme on accuse Lascaz d'avoir engraissé le mémorial de morceaux de sa composition, et le fait n'est plus douteux, on a soupçonné Perfit de ne pas avoir toujours reproduit scrupuleusement les propos de son Napoléon à lui. Ce qui me frappe, au contraire, c'est l'intégrité d'Alain Perfit, lequel n'ignorait pas que le général souvent jouait avec lui, et qu'il était de plus différent avec chacun de ses interlocuteurs, comme sans doute Napoléon avec ses différents évangélistes. Du reste, le De Gaulle du livre de Perfit n'a pas la majesté quasi mystique du De Gaulle des chaînes qu'on abat, ni l'amertume présente dans les souvenirs de Claude Guy, ni la méchanceté rancunière qu'on lui voit souvent dans les souvenirs de Claude Mauriac. C'est un De Gaulle au fil des jours, tantôt majestueux, tantôt familier, tantôt donnant 1000 preuves de sa lucidité, tantôt tenant des propos contraires à l'esprit des institutions qu'il est en train de fonder, comme ce 18 avril 1962 où, se prenant pour Louis XV, il explique à Perfit que le gouvernement n'existe pas hors de sa propre personne. Perfit a lui-même dit quel De Gaulle il avait côtoyé. Je cite, « un vieil homme qu'habite le génie de la France, follement épris de sa patrie, oscillant comme tous les amoureux de la jubilation au dépit, mais reprenant vite ses marques en relativisant les péripéties. Réaliste à long terme, excessif et injuste à l'occasion, jamais mesquin. Un homme hanté par une idée plus grande que lui. Bel hommage et juste. Surtout, c'était De Gaulle est une leçon de choses politiques, et c'est ce qui fait son prix. C'est comme un traité sur l'art de gouverner dans lequel, page après page, on voit le général trancher, s'engager, décider, combattre, bref, gouverner. C'est pourquoi aujourd'hui les mémoires de guerre sont si sacralisées, de préférence à C'était De Gaulle. Car on peut se réconforter à la lecture de nombreuses phrases qui ne veulent rien dire en vérité des mémoires de guerre. Par exemple cette phrase de la fin, « Vieil homme recru d'épreuves, détaché des entreprises, sentant venir le froid éternel,
mais jamais là de guetter dans l'ombre la lueur de l'espérance. Quand ce texte est paru, De Gaulle avait repris le pouvoir depuis un peu moins d'1 an. Les comparaisons ont une portée limitée. D'un côté, le mémorial de Sainte-Hélène, bien plus mémoire que les mémoires de Napoléon proprement dit, n'est pas non plus le testament d'un homme qui sent venir le froid éternel. Si Napoléon ne croyait vraisemblablement plus à un troisième acte, il ne désespérait pas de peser sur l'avenir. Bien des textes du livre de Lascaz, à commencer par les pages sur les nationalités, témoignent de cette volonté de jeter au milieu de l'Europe du Congrès de Vienne les germes de révolution future. Mais l'intérêt du mémorial est ailleurs, et je vais terminer là-dessus. Outre les informations qu'il apporte sur la vie de l'empereur, outre les anecdotes et les portraits qu'on y trouve, rarement bienveillants, au-delà de la philosophie générale, tout est de la faute des autres, il nous parle de l'empereur. C'est toute la différence avec les mémoires, ceux-ci ne rendent pas justice à l'âme passionnée de Napoléon. À aucun moment dans les mémoires on ne devine, comme disait Chateaubriand, le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Dans le mémorial, oui. L'étude minutieuse des manuscrits a démontré que Lascaz avait pris quelques libertés. Napoléon n'a pas dit « quel roman que ma vie ». C'est bien dommage. Mais Napoléon a certainement pensé « quel roman que ma vie ». Et d'ailleurs, il a toujours conçu son existence comme un roman où il se trouvait toujours au centre exact d'un décor changeant. On dit aussi que Louis XIV n'a jamais dit « l'État, c'est moi ». Et pourtant, quel mot définit mieux le roi Soleil que celui-ci? C'est le propre de ces mots, dont Napoléon était prodigue, leur authenticité importe moins que ce qu'ils révèlent, d'autant plus s'agissant de ces hommes dont Nietzsche disait que d'Alexandre à Napoléon, ils gardent les lèvres cousues sur leur vie intérieure. L'essentiel est ailleurs qui fait du mémorial un cas unique. Il y a dans ce livre, et Kaufmann l'avait très bien montré dans La Chambre noire de Longwood, le mouvement même de la vie. Et la qualité du livre tient pour beaucoup à son caractère décousu, à ses sauts sans transition dans l'espace et dans le temps, à l'exploration comme dans un labyrinthe d'une vie si riche, si foisonnante, si incroyable qu'elle ne tient pas dans une chronologie. Et Kaufmann disait très justement que c'est comme une chasse au trésor, le mémorial de Sainte-Hélène. On butine d'un épisode à un autre. S'agissant de Napoléon, la question, en effet, et c'est là qu'est la contribution de Lascaz, est moins historique ou politique que psychologique. Comment concevoir la possibilité d'un homme comme Napoléon, entre le siècle qui marque la rupture avec l'univers ancien et celui qui inaugure le monde moderne, entre la société aristocratique et la société bourgeoise, entre l'éthique du héros qui disparaît et celle du père de famille qui triomphe? Au siècle d'Alexandre et de César, Napoléon n'est pas invraisemblable. Au siècle de Tamerlan non plus. Mais au siècle de Rousseau et de Bernardin de Saint-Pierre, il y a une impossibilité logique à voir apparaître quelqu'un comme Napoléon. Et pourtant, et même en tenant compte de la Révolution, c'est dans ce monde-là que Napoléon a surgi. De ce point de vue, le mémorial de Lascaz est une contribution capitale et, à dire vrai, unique. Il ouvre une fenêtre, même étroite, sur l'âme de l'empereur. De plus, Lascaz a peint le Napoléon que l'époque était prête à recevoir, c'est-à-dire d'un Napoléon converti aux idées libérales. C'est sous la plume de cet aristocrate rallié que naît le Napoléon du peuple et que le public prend connaissance des souffrances de l'exil. L'œuvre sera pour beaucoup l'évangile du siècle, à la fois défense symbolique de l'héritage de la Révolution et témoignage sur ses possibilités infinies dont Jacques Bainville disait qu'elles étaient au cœur de la condition des individus modernes. On se rappelle Julien Sorel, regardant tristement le ruisseau où était tombé son livre, c'était celui de tous qu'il affectionnait le plus, le mémorial de Sainte-Hélène. Et on peut dire que la créature a dévoré le créateur et que Lascaz est devenu le nom d'un livre dont le véritable auteur est Napoléon. Et c'est en lisant le mémorial sans doute qu'on comprend le mieux pourquoi Goethe a été si impressionné de se trouver face à ce sacré gaillard, comme il appelait Napoléon, et comment Hegel a cru à Iéna un jour de 1806 voir passer devant lui l'esprit du monde. Et je dois dire que si vous voulez voir passer devant vous l'esprit du monde, eh bien relisez le mémorial plutôt que d'aller voir de mauvais films. Je vous remercie.